Bon les amis, vidéo un peu différente de ce que j'ai pu faire sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais parler de sujets qui peuvent heurter la sensibilité de chacun. Je vais parler de violence, de harcèlement, de dépression, de ce que j'ai vécu personnellement. Et si jamais tu te sens concerné par un seul de ces sujets, bah cette vidéo est peut-être faite pour toi. Et peut-être que ça pourra t'aider dans ta propre vie. Si je fais cette vidéo aussi, c'est surtout pour vous motiver à faire quelque chose de votre vie, parce que vous êtes tous capables de faire de grandes choses. J'en suis convaincu. Donc cette vidéo, elle n'a pas du tout pour but d'attirer de la pitié ou quoi que ce soit. Je vais parler de choses qui sont de mon histoire, de mon vécu, mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je les ai digérées. J'en ai parlé à mon entourage très proche, ce que je vais vous raconter là, et peut-être une dizaine de personnes dans mon entourage qui connaissent vraiment ça. Alors pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? C'est parce que je suis maintenant... je pense que je me sens prêt à en parler ouvertement et à ne plus que ce genre de choses puisse être utilisé contre moi. C'est-à-dire que pendant longtemps j'ai cru que toute mon histoire, tout mon passé, en fait ce serait des motifs légitimes à du harcèlement de par mon histoire, parce que j'ai vécu beaucoup de harcèlement. Donc aujourd'hui j'en parle parce que tout ce que je vais vous dire, je le prends aussi en second degré, c'est-à-dire que ça m'arrive de rigoler de ça, même si je sais que c'est pas évident, mais en quelque sorte je l'ai digéré. En fait, toute ma famille est d'origine bretonne, mes parents sont bretons, mais je suis né en Creuse. Ouais, Bresthétique, pas né en Bretagne, oui. Mais en fait, pour vous raconter vraiment, on va partir depuis le début, mes parents ont divorcé quand j'avais, honnêtement je sais plus exactement, mais 10-11 ans, sûrement dans ces eaux-là. Et en fait, mon père a en quelque sorte un peu pété un câble lors du divorce, enfin, toute cette étape-là, quand ça n'allait plus avec ma mère. Et du coup, j'ai vécu de la violence, que ce soit entre mes parents ou envers moi. Donc j'ai vécu pas mal de violence. À cet âge-là, c'est pas évident de faire la part des choses et de relativiser ou autre. Donc je l'ai très mal vécu, très mal. Et ça a apporté beaucoup d'insécurité chez moi. Mais bref, après le divorce, du coup, ma mère n'avait plus trop où aller, donc on a vécu en foyer pour mère célibataire, en HLM. Donc j'ai vécu, ça a été dur pour elle, pour nous, pour mon frère et ma sœur et moi. Donc c'est elle qui a eu la garde lors du divorce et du procès, ce qui paraissait un peu logique avec les faits. Et on a coupé contact avec mon père pendant une dizaine d'années. Donc on a vécu encore pendant 1 an et demi, 2 ans à Guéret, puis on a déménagé à Agen, toujours en HLM. Et là-bas j'ai commencé un peu à me reconstruire, à avoir des amis, des choses comme ça. Et ça a été vraiment un renouveau pour moi, qui m'a beaucoup apporté, beaucoup de bonnes choses. Mais là-bas, ma mère a voulu retourner en Bretagne, donc partir encore déménager au bout de 2 ans, donc à ce moment-là j'avais 14 ans. 14-15 ans, 15 ans même. J'étais en 4ème, en cours d'année, et on a déménagé encore en Bretagne. Enfin, entre-temps, en fait, on déménageait beaucoup entre différents HLM, résidences, etc. Donc, aux totalités, là, actuellement, je suis à plus d'une vingtaine de déménagements. Je suis rodé. Mais bref. Donc, on a déménagé de Agen jusqu'en Bretagne. Et en Bretagne, là où avant j'avais des amis à Agen, en Bretagne, je suis arrivé dans une école qui m'a un peu rejeté. Et à ce moment-là, j'ai subi beaucoup de harcèlement. Du harcèlement parce que, je sais pas, j'étais différent, parce que je venais en cours d'année, que... Honnêtement, j'explique pas, parce que le harcèlement, on peut difficilement, on peut pas l'expliquer en fait. Il y a plein de raisons, mais aucune bonne raison. Aucune
bonne raison d'harceler quelqu'un. Mais bref, ça n'a pas été facile pour moi à ce niveau-là, parce que du coup je partais d'une ville où j'étais plutôt populaire, où j'étais plutôt intégré, je me sentais bien, à un environnement où du coup j'étais harcelé, où j'avais pas d'amis, très peu, j'avais 2 amis quoi, 2 personnes à qui je parlais. C'était pas évident. Et du coup je me suis vraiment renfermé sur moi-même. Ma mère a décelé en moi une dépression assez sévère, où du coup je voulais juste plus vivre. Enfin, j'étais vraiment au fond du trou. Ça m'a un peu renfermé sur moi-même, encore plus qu'avant. Et c'est à ce moment-là où du coup j'étais vraiment geek, j'étais à fond sur mes jeux vidéo. Et du coup je transposais la réalité dans ces jeux vidéo-là. Donc ça me permettait d'être bien. Je vivais à travers ces jeux vidéo-là parce que c'était mon échappatoire. Donc ouais, j'étais vraiment à fond là-dessus, et quitte à en déceler les études, je m'en foutais. Donc j'étais vraiment en échec scolaire, pur et dur. Sur tous mes bulletins, je me souviens, c'était marqué redoublement. Il faut redoubler, mais l'école me faisait jamais redoubler. Donc je me disais que c'était tranquille. En 3ème, il y avait l'orientation du coup pour le lycée. Et il y avait un lycée dans ma ville, qui était un lycée privé, qui était axé technologie, sciences, informatique. Du coup, moi qui étais à fond dans ce milieu-là, je me suis dit, allez, c'est parti, pleine barre là-dedans, et ça m'a motivé en fait à avoir mon brevet et à faire quelque chose. Enfin, motivé, j'ai bossé 2 semaines pour essayer de rattraper les choses, et j'ai eu mon brevet. Mention, j'ai de la chance, on va pas se mentir. Donc je suis vraiment passé au ras des pâquerettes, et je crois même qu'on me l'a donné parce que le prof de techno m'aimait bien. Informatique, tout ça. Donc je suis allé du coup au lycée Marcel Callot. Et là-bas j'ai enfin eu un cercle d'amis. C'est là où j'ai un peu découvert des gens plus matures déjà. On arrive au lycée, on commence à être un peu plus intelligent. Moins con, plutôt. Et du coup je suis entré en STI 2D et j'ai rencontré mes meilleurs amis qui sont toujours mes amis actuellement. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça m'a permis de ressortir un peu la tête de l'eau. Et ouais, c'était bien. Mais bref. Là-bas, du coup, mes amis jouaient aussi aux jeux vidéo, donc on était vraiment un groupe de potes un peu geek. Ils fumaient pas mal, par contre, ce que je me suis toujours refusé. J'ai toujours refusé les clubs, j'ai toujours refusé bédo, joint, etc. C'était pas mon truc, moi j'aimais pas ça. Moi c'était jeux vidéo, et puis c'était bien quoi. Bon, alcool aussi, parce que Bretagne, mais ça c'est pas pareil. Le sport, je l'ai commencé au lycée, parce que c'est ce qui m'a aidé à combattre ma première dépression. Tout le harcèlement que j'avais vécu au collège m'a poussé à faire du sport, de la musculation en l'occurrence. J'ai vécu un peu de harcèlement, encore, mais j'ai su y faire face, parce que je m'étais endurci, que j'avais enfin un cercle d'amis, donc ça m'est passé au-dessus de la tête en quelque sorte. C'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que si on n'en prend pas compte, si on s'en fout de ce que les gens racontent, ça va bien. Genre, certes, c'est des pics qui peuvent faire mal, mais si tu réagis pas, si tu te rends compte que ça sert à rien, et bah, les mecs au final ils arrêtent quoi. Au collège, ce genre de choses peut pas nécessairement marcher parce que les gens ont tendance les gosses ont tendance à s'acharner. Au lycée, ça n'a pas été la même chose, et du coup j'ai réussi à y faire face. Ce qui est une bonne chose. Mais bref, j'étais toujours pas trop dans les études. J'étais encore un peu tête en l'air, à me mettre au fond de la classe, puis à jouer sur mon tel ou autre. Ce qui fait que je me débrouillais pour avoir juste ce qu'il fallait pour passer à la classe supérieure. Et c'était bon quoi. Et du coup j'étais parmi les derniers de ma classe. Mais je trouvais toujours des excuses. Parce que oui mais ça va, le DSI était compliqué, tout le monde l'a raté. Oui mais nanana. Et puis au final, je me le voilais un peu la face sur qui j'étais vraiment. Et puis je me réconfortais dans le fait que j'étais pas bon dans certaines matières. Et du coup ça me plombait un peu, mais je m'en foutais. Parce que j'avais ma vie à côté. Je m'en foutais des études quoi.
Arrive le bac, et au bac, j'ai réussi à avoir mon bac, avec une mention en plus, mais ce que je me disais, c'est que j'ai juste besoin d'avoir le bac, et puis après ça va être tranquille, le bac c'est la clé pour ouvrir les différentes portes. Sauf que les écoles ne font pas leur sélection avec les notes du bac, mais avec ton dossier. Et j'ai été pris dans aucune école. Ouais. Parce que dernier de la classe sur un des semestres, et un dossier un peu pas ouf, avec des notes pas ouf. Et du coup, aucune école n'a voulu de moi. Et là, ça a été une deuxième claque. D'autant plus violente parce que j'avais réussi à me sortir un peu de ce que mon passé m'avait donné. Mais je me retrouvais encore sans rien. Ma mère m'a inscrit du coup sur une école à distance, le CNED, Centre National d'Enseignement à Distance. Sur un BTS informatique qui m'aurait donné je sais plus le nom du BTS, pour dire à quel point ça m'intéressait pas vraiment. Mais c'était de la prog et c'était du développement. Et j'aimais bien ça, j'étais un peu doué là-dedans, je voulais faire développeur de jeux vidéo, donc je touchais un peu à tout, C++, Java, ce genre de choses. J'aimais bien, ça m'intéressait bien. Déjà, quand j'étais au lycée, je reprogrammais ma calculatrice pour jouer à des jeux et des conneries comme ça, donc on avait tous un pote dans la classe qui faisait ça. Donc je développais même mon propre jeu sur ma calculatrice. Je faisais pas que de prendre des jeux sur internet, je l'avais codé moi-même et tout, c'était bien, tu vois. Donc ça m'intéressait. Et du coup, je me suis dit que la formation, elle allait être tranquille, sachant en plus que quand j'ai vu les premières pages, on reprenait vraiment tout à zéro. Tu vois, donc pour moi, c'était tranquille. Vraiment, ça allait pas être un problème. Et du coup, bah, vu que c'est un diplôme à distance, concrètement, j'ai passé mon temps à jouer sur les jeux vidéo. J'ai pas lâché. Et du coup, mes journées se résumaient à me lever, jouer sur mes jeux, aller me coucher. Je regardais même pas les formations, je m'en battais les steaks parce que je me suis dit que ça allait être facile et que j'allais les faire tranquille. Au bout d'un moment, je me suis dit quand même, bon, faudrait peut-être que j'avance, donc au bout d'un mois ou deux, à rien foutre, j'ai rejeté un œil à la formation, j'ai commencé à faire les trucs, j'ai pas mal avancé, et puis en fait, j'ai fait 6 mois en 2 semaines. Même pas. Donc je me suis dit, bon bah, tranquille, j'ai 6 mois à rien foutre. Et donc j'ai recommencé à passer mes journées sur les jeux vidéo, finir top des serveurs de PlanetSide. À ce moment-là, j'étais à fond là-dedans. Donc PlanetSide 2, donc j'ai tryhardé et j'étais dans le top des serveurs, top 3 en termes de temps même, passé sur le serveur dans la journée. Donc j'étais à une moyenne de 10 heures par jour, je crois. Donc on est sur du bon no life, tu vois, genre un bon no life, très très bon no life. Plus de ça, j'étais sur World of Warcraft en même temps, quand j'en pouvais plus de PlanetSide. Donc j'ai un peu perdu beaucoup de temps là-dedans, et au bout de 6-7 mois, j'ai discuté avec ma mère, et puis elle s'en est bien rendu compte que je foutais rien. Et en fait, j'étais retombé dans un cercle très vicieux, parce que j'avais plus pas vraiment de vie. C'est pas une vie, hein. Je jouais tout le temps, toute la journée à des jeux vidéo, sauf si t'es pro gamer, une team e-sport, maintenant ça se fait. Mais là, quand moi j'y étais dedans, quand j'étais toute ma vie, à longueur de journée sur mes jeux vidéo, mais sans aucun but derrière, c'est pas une vie. Et du coup, j'ai arrêté littéralement la formation, et puis je me suis mis à chercher de l'intérim. J'avais pas le permis à ce moment-là. Donc je foutais rien, j'étais nourri par ma mère, logé par ma mère, et puis je faisais rien rentrer d'argent. J'étais littéralement un poids mort. Et je me rendais compte, hein, je le savais que j'étais un poids mort pour la société, que je servais à rien. Les journées, du coup, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je passe mon permis, que je fasse quelque chose de ma vie. Donc j'allais au permis à pied, je faisais 1 heure de marche pour aller faire 2 heures de conduite, puis revenir à 1 heure de marche encore. Donc j'étais motivé, j'ai passé mon permis en 2 mois. À ce moment-là, j'ai commencé à chercher à faire de l'intérim, à commencer à gagner un peu ma vie. Donc j'ai fait ça pendant 1 an. L'intérim, c'est bien parce que tu peux gagner pas mal, parce que les primes de fin de contrat, etc., c'est intéressant.
mais c'est trop aléatoire. Concrètement, tu travailles peut-être 2 jours, puis après, pendant une semaine, t'as pas de contrat d'intérim, donc tu peux rien faire. Puis ensuite, ça y est, t'as un contrat d'une après-midi, tu y vas, et puis... enfin voilà, enfin, c'est pas ouf. Puis après, j'ai réussi à trouver un contrat d'intérim longue durée, enfin, plus ou moins, des contrats de 1 semaine, dans une boîte de manutention. Donc, enfin, j'avais travaillé au McDo, j'ai eu des anecdotes au McDo, une petite anecdote au McDo à ce moment-là. Je vidais les poubelles et je faisais les services à table, et puis en vidant les poubelles, t'as un mec qui passait devant le drive, un mec qui ouvre sa fenêtre, qui fait « Hey, je gagne plus que toi !» qui ferme sa fenêtre. Donc quand ta santé mentale est pas bonne, que t'as ce genre de truc qui passe, ça fait mal à l'ego, ça fait mal. D'autres gens, j'ai vu une bonne femme avec ses gosses et qui me regardait, qui a dit à ses gosses, tu vois, lui, il sait pas lire. Quand t'es en échec scolaire. Et ce genre de trucs, on en rigole. Maintenant, j'en rigole. Quand j'en parle, les gens se disent, what the fuck, tu vois. Mais non, c'est réel. Ça se passe vraiment. C'est peut-être 1% des gens, tu vois. Mais quand tu vois 300-400 personnes dans la journée, t'en as 3-4 des personnes comme ça. Et c'est que ces gens-là que tu retiens. Tous les autres, tu t'en fous. Tu ne retiens que ce qui te fait mal. Et à ce moment-là, je me suis dit vraiment, putain, sachant qu'en plus que moi j'ai un peu des difficultés avec l'écrit, avec tout ça, dyslexie, etc. Je l'ai pris vachement à cœur. C'est con, mais j'ai rien dit, j'ai rien dit à la bonne femme. Mais... putain, vraiment, pour moi j'avais échoué ma vie. C'était la fin du... J'avais qu'une envie, c'était de me foutre en l'air. 2 fois le matin, je passais à côté des... Enfin, pour aller sur la route du travail, je voyais un pont, j'avais qu'une envie, c'était de tourner le volant et puis de me foutre en l'air, vraiment. Mais bref. Donc, je travaillais après le McDo, après tous ces trucs-là, je travaillais en intérim dans une boîte de manutention où je triais des cartons et des choses comme ça. Et à ce moment-là, je kiffais un peu parce que je voyais personne. C'est con, mais quand t'es derrière quand t'es dans un entrepôt, quand y a personne pour te regarder faire de la merde, pour te regarder en train de te tuer le dos, à soulever des cartons, avoir les mains éclatées parce que le carton ça assèche ta peau. Tu t'en fous, c'est bien, tu sais, tu mets ton cerveau en off pendant 8 heures, tu fais ta journée, tu rentres le soir, puis c'est bon, tranquille. Donc à ce moment-là, j'étais stable. Pas du tout, j'étais pas stable du tout, mais c'était le moins pire que j'avais trouvé. Et ça se passait bien, donc j'ai fait 6 mois au total dans cette boîte-là. Et en fait, un jour, il y a un de mes collègues, on était dans un conteneur, on était en été, il était 10h du mat, il faisait 40 degrés, tu vois. On avait chaud, je l'ai déjà raconté en plus cette histoire sur TikTok. Et concrètement, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi. Enfin, genre, je discutais avec lui, de choses, de tout, de rien. Il m'a dû voir que j'étais pas trop con, il m'a dit, mais fous le camp de là, genre, t'es jeune, va faire des études. J'avais 20 ans, 21 ans, non, 19 ans, 19-20 ans. Et ouais, il m'a dit, mais pars-toi de là, dégage. En plus de ça, à côté il y avait mes meilleurs amis qui, eux, étaient un en école d'ingé, l'autre en licence, les autres en prépa, truc... ils étaient tous dans des études sup. Moi, j'étais là, un bon à rien, qui a raté sa vie, quoi. J'ai eu une discussion un jour avec mon meilleur pote sur un parking, parking à Redon, où justement il me disait de me ressaisir parce que il comprenait ce que je vivais et tout, que j'étais pas con, clairement que je me sous-estimais, puis moi j'étais incapable de dire quoi que ce soit, j'étais juste... Donc ouais, ça m'a fait beaucoup de mal. Et clairement, j'étais encore en pleine dépression à ce moment-là. Je pensais être sorti d'une dépression, mais j'en avais recommencé une autre encore plus dure.
Mais je m'en suis rendu compte. Genre ça a été un déclic, tu vois. Ce moment dans le conteneur avec mon collègue qui me dit ça, je me suis dit mais putain, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça pendant les 40 prochaines années là? Parce que concrètement c'était ce qui allait se passer, hein. Ils allaient me proposer un CDI, j'allais faire ma vie dans la boîte et puis j'allais être à la place de ce même collègue, voir des jeunes arriver et puis perdre leur vie là-dedans. Donc du coup je suis retourné voir mon ancienne école, lycée privé Marcel Callot, et je suis allé voir directement les professeurs qui me disaient que j'avais des capacités mais que je les exploitais pas. Je suis allé leur voir et j'ai fait s'il vous plaît faites quelque chose, trouvez-moi une place dans un BTS. Il y a 2 BTS, un BTS maintenance et un BTS électrotechnique. Au début, je voulais aller m'orienter vers la maintenance et je leur ai demandé s'il vous plaît, trouvez-moi une place, faites quelque chose. J'aurais en quelque sorte supplié, tu vois. Et ouais, ils ont vu ma gueule, ils ont fait oula. Ah ouais, en 2 ans, t'as pris 10 ans dans la gueule. Donc, on va faire quelque chose. Sauf qu'en plus, je me voilais la face à ce moment-là, mais j'avais quelques petits soucis d'alcool. Ah, pas se mentir, mais tous les soirs, minimum, une petite bière ou 2, puis la bière avec les collègues, puis on se foutait des mines tous les week-ends. C'est de l'alcoolisme. Faut pas se le voiler, c'est de l'alcoolisme. Donc ouais, ça a été... C'était pas évident. Donc ils m'ont trouvé, ils m'ont dit bah tiens, va voir la directrice des études, fait ça. Et puis j'ai fait toutes les démarches et puis admission post-bac, j'ai dû repasser par la plateforme. Mais en fait ils m'ont sélectionné, ils m'ont pris. Et je suis rentré en électrotechnique, en BTS. À ce moment-là, je voulais juste avoir mon BTS. Je me suis dit, je vais peut-être réussir à faire quelque chose d'intéressant avec ce BTS. Donc, je veux juste le minimum, un BTS. Et ensuite, ça va être tranquille. Et puis, je voyais au début les potes les camarades de classe, avec qui j'étais, donc mes anciens camarades de classe maintenant, mais les nouveaux quand je suis arrivé. Ils disent, ah ouais, après mon BTS, j'aimerais bien faire une école d'ingé, un truc comme ça et tout. J'étais en mode, genre après un BTS, tu peux faire une école d'ingé. Ok. Et je me suis vraiment donné pour avoir ce BTS parce que je me suis dit, ça, c'est ma dernière chance. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que entre temps, dans la période où je faisais l'intérim, je me suis dit que je pourrais peut-être réussir à faire coach sportif parce que j'aimais bien un peu le sport à ce moment-là. Donc du coup, en fait, j'avais postulé pour une école de sport pour un BPGEPS. Et j'ai été recalé. Ouais, j'étais recalé pour le BPGEPS parce que les cours collectifs, j'y arrivais pas. Donc du coup, recalé. Ensuite, j'ai voulu faire gendarmerie parce que, bon, c'était un peu la dernière chose sur laquelle je me raccrochais. Et j'ai encore été recalé. Donc tous les échecs dans ma vie, je les compte même pas. Il y en a beaucoup trop. Pour moi, ma vie, à ce moment-là, n'était qu'un échec. Et ce BTS que je venais d'avoir, c'était le dernier espoir que j'avais. Donc du coup, je me suis motivé, puis j'ai commencé à bosser les cours. Ce que j'avais jamais fait avant. Et les notes tombaient au début, c'était pas évident. J'avais beaucoup de lacunes, beaucoup de lacunes. Donc il a fallu tout rattraper. Donc au début, j'étais 5e, 6e de la classe pour le premier semestre. Donc ce qui était déjà très bien, on était un BTS de 15 personnes. Donc bien, puis 3e, 2e, puis 2e année de BTS, premier semestre, premier de la classe. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, attends, mais les autres qui voulaient aller en école d'ingé, bah, ils sont en dessous de moi dans le classement. Et puis après, je discutais avec mes profs, ils me disaient, mais putain, mais tu sais que là, tu peux aller en école d'ingé sur dossier. J'étais en mode, waouh, ce serait fou, ce serait incroyable. Moi, j'y croyais pas, c'était pas possible pour moi. J'étais en mode, waouh, école d'ingé sur dossier, quoi. Parce que normalement, après un BTS, tu fais une prépa ATS, adaptation technicien supérieur. Et avec cette prépa, tu peux intégrer une école d'ingé. Mais là, mon prof me disait, mais juste, avec ce BTS, et ce que t'as fait comme travail, tu peux intégrer une école d'ingé sans même passer par une prépa. J'étais fou. Et du coup, j'ai postulé à une école d'ingé
qui était pas trop loin de chez moi, avec un ami qui est là-bas. Je me suis dit, vas-y, let's go. J'en postule avec une seule, et puis je suis motivé pour y aller à celle-là, elle est sympa et tout, donc let's go. Et du coup, je suis allé à l'ICAM, et ils m'ont pris en école d'ingé. Et on est sur une promo de 80, on a été que 5-6 à sortir de BTS, d'un BTS autre que la prépa qui donne un BTS là-bas. Donc 5-6 à sortir de BTS, à être pris, et je faisais partie de ces gens-là, j'étais comme un fou. Pour moi, genre ça y est, c'était la réussite. Entre temps, en fait, j'avais aussi arrêté totalement le sport, parce que aussi pendant, j'oublie aussi une étape, c'est que pendant le BTS, il y a eu une phase où je me suis dit, ouf, ça va replonger, parce que pendant le BTS, il y a eu le Covid. Et le Covid m'a replongé dans un état psychologique pas ouf, parce que ça m'a isolé énormément. Et lors de cette isolation, j'ai recommencé à jouer aux jeux vidéo, et à me retourner encore dans ce même état de je fous rien. Et en plus de ça, je vivais encore avec ma mère, et ma mère avait décidé d'acheter un terrain avec une maison un peu déglinguée pour la rénover. Sauf que Covid et tous les approvisionnements, etc. ont arrêté, c'était compliqué. Et à côté de ça, on vivait dans des mobil-homes à côté pour la rénovation. Et du coup, j'ai vécu pendant 2 ans. Pendant tout mon BTS, je vivais en mobil-home. Et je travaillais à McDo en plus. Donc ce qui était encore plus une réussite pour moi, parce que je travaillais les journées à mon BTS, et à côté il fallait que je me fasse de l'argent avec McDo, parce que j'avais besoin d'argent. Donc du coup, malgré le fait que j'ai pas beaucoup de temps pour moi et pour réviser, j'avais quand même réussi mon BTS, donc c'était une belle victoire. Mais Covid, confinement, et puis l'alcool est reparti un peu. J'ai su mettre stop un peu à ça, sachant qu'en plus dans les mobil-homes, le chauffage était tombé en panne. Et personne pour le réparer. Donc, douche froide pendant 2 hivers. Donc non, c'était pas une période non plus très 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 joie, et j'ai réussi quand même à rentrer en école d'ingé. Pour moi, ça a été le renouveau de ma vie. Genre concrètement, c'est à ce moment-là que je me suis dit que ouais, ça y est, je commence à faire quelque chose de ma vie, je commence à être fier de moi. J'ai eu mon appart pour venir en BTS, enfin pour venir en école d'ingé, l'appart dans lequel je suis actuellement. Je me suis acheté une voiture. J'étais passionné de photos à côté, donc mon matériel photo, le poster qui est derrière, c'était Olivier Charrue, moi qui l'ai fait. C'est content. Donc j'avais tout le matos pour faire de la photo, pour faire les réseaux sociaux, et j'avais une stabilité, enfin. Ouais, maintenant ça va très bien. Et pourquoi est-ce que je parle de tout mon parcours? C'est déjà pour que vous en sachiez plus sur moi, et surtout parce que je me rends compte que beaucoup de gens se disent putain, sur les réseaux sociaux, tu vois, les gens de YouTube le savent pas forcément, je sais pas s'ils sont sur mon Instagram, mais sur Instagram j'ai 25 000 abonnés, sur TikTok j'ai 70 000 abonnés, et du coup je poste un peu ma vie, je poste un peu mes conneries, la vie de tous les jours, tu vois. Donc j'ai une voiture qui est sympa, j'ai une 308, etc. J'ai 308 bleu 2017, donc c'est une bonne bagnole quand même, ça vaut 10K. J'ai du matos pour faire mes photos, les vidéos, je suis en école d'ingénieur, j'ai quand même ça, je suis en appartement, j'ai mon appart à moi, c'est une location, mais bref, on se comprend. Donc les gens se disent que putain, réussi, vas-y, t'as de la chance, t'es quand même bien dans ta vie, tu vois. Mais ça vient de tout ça en fait, ça vient de tout mon parcours, tout ce que j'ai là actuellement. Et concrètement, j'en vois beaucoup qui se plaignent de leur sort, etc. Les gars, je dis pas que je suis meilleur que d'autres. Et je dis pas que j'ai vraiment eu la pire des vies. Il y en a plein d'autres qui ont des vies bien pires que la mienne. Vraiment, j'en connais. Je peux témoigner, je connais des amis proches
qui ont eu une vie bien plus dure que moi, et qui s'en sortent tout aussi bien. Donc, vous apitoyez pas sur votre sort. Franchement, vous êtes capable. Vous êtes capable de grandes choses, vous vous rendez pas compte. Peut-être que vous êtes dans une phase descendante de votre vie, que vous vous rendez pas compte que vous êtes capable de faire des choses. Je suis pas une exception dans ce monde, je suis pas plus intelligent qu'un autre. Non, je suis juste un random sur internet. Vraiment, vous êtes tous capables de faire des choses. Si tu te sens, si un seul moment dans ton histoire, t'as pensé être incapable de faire quelque chose, crois-moi, ce sentiment je l'ai vécu aussi, tu vois. Si tu te sens, si actuellement toi tu es dans cette situation, ou dans une situation similaire, ressaisis-toi. Peut-être que dans 2 ans ta vie va changer radicalement. Perds pas espoir. Réalise que tu n'es pas actuellement dans une santé mentale idéale. Le premier pas, et le truc le plus important à faire, c'est de réaliser et d'accepter le fait de ne pas se sentir bien. Si jamais t'acceptes le fait que t'es pas dans un état correct pour ta santé mentale, t'as fait le plus dur du chemin. Vraiment. Une fois que t'as accepté ça, une fois que tu réalises, t'es capable de faire quelque chose. T'es capable de sortir, d'aller faire du sport, d'essayer de te sortir de tout ça. Mais le plus dur là-dedans, c'est de réaliser qu'on est pas bien dans sa vie. Vraiment. Je sais de quoi je parle. N'hésite pas à lâcher ton commentaire, me parler de ton parcours, ça peut être intéressant. Si jamais il y en a qui ont traversé des difficultés de ce genre-là, n'hésitez pas à le dire en commentaire, peut-être que ça pourra aider d'autres gens. Les gens qui se sentent pas bien dans leur peau ou qui sont pas bien dans leur vie, peut-être allez faire un tour dans la section commentaires, vous y lirez peut-être des choses intéressantes. En attendant, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'elle peut être un peu longue. Et je vous dis à la prochaine. Peace.